Bonjour à tous. Donc moi, je suis Anita Calais. Je suis psychomotricienne et praticienne en hypnose. Alors, la question de cette conférence aujourd'hui, c'est comment accompagner les mouvements naturels de son enfant. Alors, je vais répondre à cette question par le prisme des deux métiers que j'exerce. Alors, on pourrait se dire, tiens, les mouvements naturels de l'enfant, c'est une histoire de psychomotricité. C'est la première chose à laquelle on peut penser. Effectivement, je vais répondre à travers mon regard de psychomotricienne, mais pas que. Je vais aussi répondre à cette question à travers mon regard de praticienne en hypnose. Alors, au début, c'est surtout de psychomotricité qu'on va parler. On va surtout commencer par ça. Alors, je sais qu'il y a pas mal de psychomotriciens, d'étudiants psychomotriciens ici, mais je vais quand même redéfinir un petit peu ce que fait le psychomotricien. Alors, un psychomotricien, donc, c'est une personne qui détient un diplôme donc paramédical, un DE de psychomotricité. Donc, ça fait partie des professions. Alors, on est classé dans les professions de rééducation, comme les kinés, les orthophonistes. Et le psychomotricien, sa particularité, c'est donc d'être vraiment spécialisé sur le développement psychomoteur de l'enfant. Alors, moi, je travaille en cabinet. Et effectivement, les enfants que je reçois, pour la plupart, il y a effectivement des blocages, des problèmes de fluidité à un moment dans ce développement psychomoteur. Et du coup, ça peut entraîner ce qu'on appelle des troubles spécifiques des apprentissages. Voilà. Alors, évidemment, je reviendrai là-dessus. Alors, c'est vrai qu'on imagine souvent le psychomotricien avec des enfants. Alors, pas que, on reçoit aussi des adultes, on peut aussi beaucoup travailler avec des personnes âgées. Et le développement psychomoteur, en fait, c'est quelque chose qui va être actif tout au long de notre existence. Déjà, pour bien commencer, on va partir d'une définition. Parce que tout le monde entend parler de ce mot de développement psychomoteur, mais parfois, on ne sait pas très bien ce que ça regroupe. Donc, je vais vous donner une définition. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, moi, il y en a une que j'aime bien. Et on va partir de cette définition-là. Comme ça, on sera d'accord sur l'acceptation première de ce point de départ-là. Ça sera clair pour tout le monde. Alors, le développement psychomoteur, on peut dire que c'est l'ensemble des acquisitions sensorielles, motrices et cognitives d'un individu au cours de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les acquisitions sensorielles, c'est tout ce qui va toucher nos sens, donc le kinesthésique, la vue, l'odorat, etc. Puis, les acquisitions, j'ai parlé d'acquisitions motrices. Alors, je ne vais pas parler de tout, mais les habiletés motrices, c'est par exemple ce qui vous permet de nager à la piscine, ce qui vous permet de faire du vélo, ce qui vous permet, par exemple, de faire de la couture. Ça, c'est de la motricité fine. Alors, il y en a plein d'autres, des acquisitions motrices, des habiletés motrices. Mais en voilà des exemples. Et puis, le troisième point dont j'ai parlé dans cette définition, ce sont donc les acquisitions cognitives. Cognitives, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de penser. Donc, déjà, dans cette définition, ensemble des acquisitions, donc, sensorielles, cognitives et motrices, déjà, on peut entendre qu'il y a un lien entre ces choses-là. Les choses ne sont pas séparées. Il n'y a pas d'un côté la motricité, de l'autre côté les pensées, de l'autre côté le sensoriel. Non, c'est pas comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui s'alimente entre ces trois mouvements. Toujours dans cette définition, ce que j'ai dit, c'est que c'est l'ensemble de ces trois acquisitions-là au cours de la vie d'un individu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on parle de développement psychomoteur, on pense toujours aux enfants. Et effectivement, ce développement psychomoteur, il va être extrêmement intense dans la petite enfance, mais tout au long de votre vie, jusqu'à la mort, ce développement psychomoteur, il continue, en fait. Par exemple, si vous avez 50 ans et que vous apprenez une nouvelle pratique, comme, l'aviron, une danse, le tango, votre développement psychomoteur,
il continue, en fait, à évoluer. Il continue à se passer des choses. On a une plasticité cérébrale qui fait qu'on est toujours, en fait, en cours d'évolution. Par contre, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que ce développement psychomoteur de l'enfant, il va être extrêmement intense entre 0 et 3-4 ans, et particulièrement intense au cours de la première année de vie du bébé, en gros. Allez, on va dire entre 0 et 18 mois. En fait, à ce moment-là, entre 0 et 18 mois, ou même un peu plus que ça, l'enfant va vivre une aventure incroyable. Vraiment incroyable. Pourquoi ? En fait, on ne se rend pas compte de ce que ça représente. Mais imaginez un peu. À la naissance, il ne peut pas se déplacer. Vous le posez par exemple sur le dos, sur une petite couverture polaire au sol, et à peu près entre 1 an et 18 mois plus tard, vous avez un petit bonhomme qui marche et qui est capable de partir symboliquement à la conquête du monde. C'est quand même incroyable cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'évolution, les homo sapiens là qu'on est aujourd'hui, on est des bipèdes. Mais pour faire ça, pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, pour se redresser, pour marcher, pour avancer un pied devant l'autre, à l'échelle de l'évolution, ça a mis des millions d'années, en fait. Donc, ce qui va se passer dans cette période-là, entre 0 et 18 mois, imaginez un peu, c'est vraiment un claquement de doigts, en fait. En un claquement de doigts, l'enfant va se retrouver à être inscrit dans la lignée humaine, entre guillemets. Alors, il y est dès le départ, mais inscrit vraiment dans cette histoire de bipédie, qui est le propre de l'être humain. Alors, même s'il est un être humain dès le départ, bien sûr, mais vraiment dans son mode de locomotion, il va s'inscrire finalement très rapidement dans cette histoire de bipédie, dans sa lignée humaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et finalement, tout le propos de la conférence aujourd'hui, ça va être, mais soyons curieux de ça. Émerveillons-nous de ça. Rendons-nous compte à quel point ce qui se déroule est quelque chose d'incroyablement précieux, en fait, si on y fait attention. Alors, comment il va faire, ce bébé, pour passer justement d'un état, passif, entre guillemets, au niveau de sa motricité. Alors, même s'il bouge dès le départ, il n'est pas du tout si passif que ça. Mais en tout cas, il ne peut pas se déplacer. Et puis, voilà, il a entre 10 et 18 mois, et là, il y a la marche autonome qui commence. Comment il fait pour faire ça ? Eh bien, l'enfant va passer par des stades. Et en psychomotricité, on appelle ça des niveaux d'évolution motrice. Un niveau d'évolution motrice, ça va être par exemple, alors je vais vous montrer avec le poupon. Un niveau d'évolution motrice, ça va être par exemple ce moment, vous savez, où ils vont être, hop là, allongés comme ça sur le dos. Est-ce que tout le monde voit ? C'est bon ? Et puis, à un moment, on va voir ça chez le bébé. À un moment, il va se retourner. Alors ça peut se faire entre 3 à 4 mois, à peu près. Voire un peu plus tard, et c'est pas forcément un souci. Donc ça, par exemple, c'est un niveau d'évolution motrice. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a tous les moments où l'enfant, alors beaucoup plus tard, aux alentours à peu près, il faut pas être trop rigide sur les âges, mais à peu près autour de 6 mois, il va développer d'autres manières de il va développer des premières manières de se déplacer. Alors, en rampant, bien sûr, en faisant du 4 pattes. Et puis, il va trouver, à peu près aux alentours de 9 mois, il va trouver comment s'asseoir. Et ça, c'est un truc incroyable, parce que la première fois qu'un enfant s'assoit, c'est déjà une première verticalisation. C'est déjà un autre rapport à l'espace. C'est-à-dire que l'enfant commence à se verticaliser dès lors qu'il est assis, même s'il ne se déplace pas. Et puis, tout ça va évoluer. Et puis, un jour, l'enfant va trouver ce qu'on appelle la position du chevalier servant. Alors, c'est très simple. En fait, il s'agit de ça. C'est-à-dire que vous allez avoir un enfant qui va mettre un genou à terre, un genou au sol, et il va être dans la position idéale pour repousser une surface et venir se lever. Et là,
on va commencer à voir des premières verticalisations. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils marchent tout de suite. Hein. Souvent, si vous remarquez ce qui se passe, une fois qu'ils arrivent à trouver cette histoire de chevalier servant, ils ont la force de s'extraire de la gravité. C'est ça la marche, en fait. Hein. C'est s'extraire de la gravité terrestre. Hein. Donc, il va réussir vraiment à s'extraire de ça. Et souvent, on les voit au début qui vont commencer à se déplacer, mais avec des appuis. Hein, vous avez déjà vu ça, j'imagine. Et puis, petit à petit, la marche, elle devient autonome. Hein. Donc, l'enfant va passer par ce qu'on appelle donc des niveaux d'évolution motrice, qui vont être se retourner, ramper, marcher à quatre pattes, s'asseoir, la position de chevalier servant, la marche avec appui, la marche autonome. Et après, le développement psychomoteur, il n'est pas fini. C'est-à-dire qu'après, l'enfant va découvrir plein de choses incroyables. Comment monter, descendre les escaliers, comment faire de la trottinette, comment courir, etc., etc. Et ça, toute la vie, c'est quelque chose qui peut rester actif. Hein. C'est pas fini, ça s'arrête pas avec l'enfance, quoi, je veux dire. Alors, donc, l'idée, en fait, là, ça va être vraiment de bien comprendre comment on fait, comment fait-on pour accompagner, du coup, ces niveaux d'évolution motrice. Comment on fait pour accompagner un enfant à travers ces différents stades, à travers cette aventure incroyable qui va faire qu'il part à la base du sol et puis qui va pouvoir se retrouver debout. Eh bien, la réponse, elle est très simple. En fait, ce qu'il faut faire, c'est lui ficher la paix. Mais pas n'importe comment. L'idée, c'est de lui ficher attentivement la paix. Et vous allez voir qu'en fait, dans ce mot, attentivement, il y a beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça. Comment on fait pour ficher la paix attentivement à un bébé? Comment on fait ça? C'est tout un art de faire ça. Donc, dans un premier temps, je vais vous détailler la théorie d'une pédiatre qui s'appelle Amy Pickler. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Amy Pickler? S'il y en a qui connaissent, vous pouvez lever la main. Ok, super. Très bien. Alors, Amy Pickler, je vais beaucoup en parler dans la première partie. Amy Pickler, c'est une pédiatre hongroise qui a développé le concept de motricité libre. Voilà. Donc, je vais beaucoup m'appuyer sur ce concept-là dans une première partie. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous parler de ce qui peut empêcher les adultes de pratiquer la motricité libre. Pourtant, sur le papier, vous allez voir, ça a l'air très simple. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, en observant autour de moi, je me suis rendu compte aussi avec des familles, parfois que je reçois au cabinet, que c'est pas toujours si évident que ça, parce que, vous savez, on a des croyances tous. Et des fois, on peut développer certaines croyances qui peuvent nous limiter dans la mise en place de cette motricité libre. Et c'est là que mon travail d'hypnothérapeute va mettre son nez, en fait, dans cette histoire de motricité libre. Donc, dans une deuxième partie, on va voir ensemble qu'est-ce qui peut créer des limitations chez l'adulte dans le fait d'accompagner un enfant par la voie de la motricité libre. Et puis à la fin, on va garder du temps aussi pour des questions. Alors, juste une petite chose comme ça que je vous dis, ce sujet de la motricité libre, j'en parle souvent dans des conférences à plusieurs occasions, et j'en parle pas du tout toujours de la même manière. Il y a tellement de choses à dire en fait sur ce sujet qu'en fait à chaque fois j'essaie de l'explorer sous différents angles. Aujourd'hui, ce que j'ai choisi de faire, c'est de l'explorer aussi à la lumière de qu'est-ce qu'on a en tant qu'adulte comme croyances qui peuvent nous empêcher de faire ça. Et par exemple, en janvier, j'ai fait une conférence à Brest pour une association de psychomotriciens et j'ai parlé du même thème, motricité libre, que j'ai mis en lien avec la morphogénèse.
La morphogénèse, c'est en fait l'origine des formes dans la nature. C'est-à-dire que, vous avez vu, les coquilles d'escargot, elles ont une forme particulière, c'est en spirale. Quand on regarde dans le monde macro, c'est de la spirale aussi. Les galaxies, la plupart des galaxies sont en forme de spirale. Donc ça, je ne vais pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais sachez qu'il y a énormément de liens à faire aussi avec ce domaine-là. Cette conférence que j'ai donnée en janvier, j'essaierai de la mettre en ligne. Comme ça, si ça vous intéresse d'avoir aussi ces informations, de faire croiser la motricité libre et la morphogénèse, eh bien à ce moment-là, vous pourrez regarder. Donc généralement, je commence toujours de la même manière, c'est-à-dire présentation de la motricité libre, et puis après, à quoi est-ce qu'on peut relier ça? Alors, déjà, pour vous donner le contexte historique. Amy Pichler, dont j'ai parlé tout à l'heure, était plutôt, puisqu'elle est décédée au début des années 80, Amy Pichler était une pédiatre hongroise. Et elle a fait sa thèse de pédiatrie dans les années 20-30, à peu près. Et justement, sa thèse de pédiatrie porte sur le développement moteur de l'enfant au cours des 3 premières années. Forcément, là, ça nous intéresse, c'est le sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle fait des observations, en fait, sur des enfants durant ses stages. Elle fait des stages en milieu hospitalier. C'est une jeune étudiante en pédiatrie. Et ce qu'elle remarque, c'est que l'enfant va être pleinement acteur de son développement si son environnement et si l'accompagnement des adultes lui permettent de faire ses propres expériences corporelles. Je dis bien ses propres expériences corporelles, pas forcément celles que l'adulte veut lui imposer. Okay ? Donc, en fait, ce qu'elle comprend, c'est qu'un bébé, il va franchir tous ces niveaux d'évolution motrice dont je vous ai parlé. Se retourner, 4 pattes, etc., etc. Il peut tout à fait le faire sans du tout que l'adulte intervienne là-dedans. Il n'y a pas besoin, c'est ça en fait qu'a dit Amy Pichler, il n'y a pas besoin d'un apprentissage conduit par l'adulte. Bien au contraire, on va voir que ça peut mettre le bazar plus qu'autre chose. On va voir pourquoi. Alors, en fait, ce qu'elle observe aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle voit que ces enfants à qui on laisse de la place pour leur expérience, quand on n'intervient pas, quand on n'essaie pas de leur apprendre comment marcher, comment ramper, etc., si on laisse faire, en fait, qu'est-ce qu'elle observe? Elle observe qu'on voit des enfants qui ont une conscience du danger, une conscience des risques qui est beaucoup plus aiguisée. Alors, là, il y a une question qui est très intéressante à se poser. Pendant ces stages, Amy Pichler, elle remarque qu'elle est beaucoup plus appelée pour des fractures d'enfants, des enfants qui se font mal, qui se font des fractures. Eh bien, elle remarque qu'elle est beaucoup plus appelée par des familles aisées que par des familles qui sont d'un milieu plus populaire, ouvrier, et qu'apparemment, ces enfants-là se font moins de fractures. Vous trouvez ça bizarre ou pas? Est-ce que vous avez une idée, vous, de comment ça se fait? Non? Alors, en fait, c'est en lien avec ce que j'ai dit juste avant. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser les enfants tout seuls dans la rue. C'est pas ce que je dis. Mais dans le contexte de la Hongrie à l'époque, c'est pas compliqué. Les familles aisées couvaient beaucoup les enfants. Les mouvements étaient contrôlés. Il fallait qu'ils se tiennent bien, qu'ils soient habillés comme ci, comme ça. Il fallait pas trop escalader, tout ça. Donc les enfants ne savaient pas en fait évaluer les risques, puisqu'on ne les laissait pas faire leur expérience. On connaît les risques quand on fait une expérience. Sinon, comment voulez-vous les évaluer, en fait, ces risques-là? Et les enfants qui venaient de milieux plus populaires, il y avait beaucoup plus d'espace, en fait, pour la liberté de mouvement. Donc là, ça a été un point de départ très important, en fait, pour Amy Pichler, cette constatation-là. Et c'est ça aussi qui lui a permis de comprendre que finalement, plus on essaie d'encadrer quelque chose qui se fait naturellement, en faisant ça, on n'aide pas toujours, en fait, finalement. On croit qu'on aide, mais je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée.
Alors, après, à nouveau, je suis pas en train de dire il faut laisser tout faire et puis ils prennent des risques sans se rendre compte, etc. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'histoire de ficher attentivement la paix. Hein, et on va voir comment on fait ça. Alors, par la suite, donc là, c'est dans les années 50, toujours Amy Pickler, cette pédiatre, donc là, ça y est, elle est pédiatre, elle est plus étudiante, et elle va prendre la tête d'une pouponnière, hein, qui était, alors je sais pas si elle existe toujours, à Budapest, rue Logzi, exactement. Alors, je dis rue Logzi, c'est un détail qui peut paraître un peu étrange comme ça, mais pas tant que ça. Quand on entend parler de motricité libre, très souvent, le terme, alors je vois qu'il y en a qui font oui de la tête, le terme qui revient très souvent, c'est Pickler-Logzi. D'ailleurs, en France, on a une association qui s'appelle Association Pickler-Logzi. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette pouponnière dans laquelle a travaillé Amy Pickler se situait tout simplement rue Logzi, à Budapest. Voilà pourquoi on entend souvent ces deux mots ensemble, Pickler-Logzi. Alors, dans cette pouponnière, Amy Pickler va mettre en place un travail gigantesque, hein, un travail méthodologique gigantesque sur plus de 700 enfants. Donc, elle va beaucoup observer ce qui se passe et en fait, tous ces enfants dans cette pouponnière vont être accompagnés selon les principes de la motricité libre. Hein. Et on va voir ce que c'est, hein, ces principes. Hein. Et donc là, il se passe des choses très étonnantes. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qui s'est passé dans cette pouponnière, ce qui s'est passé rue Logzi, avec ces enfants qui ont bénéficié de cette motricité libre, vous pouvez lire un livre qui est très beau, qui a été écrit par Bernard Martineau. Bernard Martineau, c'est un cinéaste, en fait, réalisateur qui a fait Le bébé est une personne dans les années, oui, il y en a qui connaissent, je sais pas, dans les années 60, 70 peut-être, je sais plus à quel moment il a fait ça. C'est un passionné des bébés, Bernard Martineau. Et alors, lui, il est allé à Logzi et il a filmé, en fait. Hein, et il a écrit un livre dans lequel il raconte au quotidien qu'est-ce que c'est que cette expérience de ces enfants qui sont vraiment accompagnés dans leur mouvement naturel, qui sont accompagnés en pleine bienveillance. Hein. Et c'est très intéressant, ce livre-là. Alors, maintenant, on va vraiment rentrer, après ce contexte historique, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Amy Pickler, concrètement, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'elle nous a laissé comme information ? La première chose qui est très importante. Et là, je vais faire vraiment un zoom sur la période 0-3 mois, vraiment quand l'enfant est tout petit. Alors, déjà, premier point hyper important. Elle a parlé de l'importance de ce qu'on appelle les mouvements désorganisés ou les mouvements involontaires. Désorganisés, involontaires, ça veut dire un peu la même chose. Qu'est-ce que c'est ? Quand vous observez un enfant, un tout petit bébé, qui a entre 0 et 3 mois, au sol, il va pas forcément se déplacer, mais il va faire quelque chose de très important. Il va faire plein de petits mouvements comme ça, c'est avec ses mains, il y a une jambe qui se secoue, il y a la tête qui bouge. On voit qu'il contrôle pas tout ça, n'est-ce pas ? Hein ? C'est des choses qui sont plutôt aléatoires. C'est un petit peu le fruit du hasard, ça se fait un peu comme ça. C'est plutôt des décharges toniques, en fait, ces mouvements. Et en fait, on pourrait se dire comme ça, en voyant un bébé qui est dans un moment d'éveil calme, qui est au sol, et qui ne fait rien de particulier. Juste, il y a ces mouvements qui animent son corps. On pourrait dire, mais il fait rien de particulier, peut-être qu'il s'ennuie, peut-être que... Mais non, en fait. Il est en train de faire quelque chose d'extrêmement important. Je vais vous raconter pourquoi. Dans cet aspect aléatoire du mouvement, dans cet aspect non prévu, il y a les prémices de l'organisation motrice qui va permettre d'avoir plus tard des facilités, des aptitudes pour certains apprentissages. Je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre un exemple. Donc, on a imaginé ce bébé, d'accord, on va dire qu'il a 2 mois,
et il est allongé, comme ça. Hein. Apparemment, il ne fait rien de particulier, il n'y a pas spécialement de jouets autour de lui, et son corps est animé par ces espèces de tout petits mouvements, de jambes, de bras, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez, un moment, complètement par hasard, mais c'est le hasard, hein, sa main va passer devant son œil. Oh, j'ai une main. Déjà, ça, quand on est tout petit, c'est une découverte. Hein. On ne sait pas forcément qu'on a des pieds, un dos, etc. Donc, déjà, il peut se passer quelque chose. Prise de conscience que quelque part, il y a une main. Et puis un jour, par hasard, il y a un objet qui est posé pas loin. Alors, il fait ça avec son bras. Hein. Oh, ma main a touché quelque chose. Ça, c'est très nouveau, ça. Vous savez, quand on a un mois, quand on est tout petit, un mois ou deux. Et puis, un autre jour, par hasard, il va se créer un lien entre ces trois choses-là. Ma main, mon œil, un objet. Ça, un jour, ça va lui permettre d'écrire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça commence. En fait, écrire, alors là je donne l'exemple de l'écriture parce que c'est ce qui est très courant au cabinet, dans la pratique libérale des psychomotriciens. Moi j'ai énormément de demandes qui concernent des troubles du graphisme. Dans le graphisme, il y a cette idée en fait de faire de la motricité fine avec sa main. C'est un geste complexe d'écrire. Et en même temps, il faut que l'œil y suive. Et puis pareil, quand l'enfant recopie quelque chose, il faut bien que son regard balaye d'un endroit à un autre. Il faut bien que son œil soit coordonné avec sa main. Vous voyez ? Les prémices de ça, c'est le mouvement désorganisé, le mouvement involontaire. Alors en fait, quand le bébé fait ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il faisait une espèce de gymnastique préparatoire. Il s'entraîne, il refait. Et de cette manière-là, ce qui était un mouvement désorganisé, complètement involontaire, un jour, ça va devenir un mouvement volontaire avec un but visé. Donc ça nous dit que si on ne laisse pas au bébé la possibilité d'explorer, si on ne le laisse pas faire ces petits mouvements qui sont comme une espèce de gym préparatoire pour la suite, forcément, ça risque de créer des complications. Donc, ça veut dire que si on laisse les enfants sans arrêt dans des transats, sans arrêt dans des cosy, qui ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont privés de la première expérience, en fait, qui va leur permettre plus tard d'avoir des mouvements coordonnés, des mouvements volontaires, avec un but visé. Alors, à ce propos-là, il y a des personnes en motricité libre, comme partout, vous savez, qui peuvent être un petit peu extrêmes et qui vont dire « Ah, attention, moi je pratique la motricité libre, donc jamais mon enfant il va dans un transat. » Alors, on n'est peut-être pas obligé de faire les choses jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire qu'une jeune maman, le temps qu'elle prenne sa douche, il n'y a pas de problème. Si elle met son enfant 20 minutes dans un transat, à des petits moments comme ça dans la journée, c'est pas ça, fondamentalement, qui va l'empêcher, cette espèce de gymnastique, entre guillemets, naturelle. Vous voyez ? Mais disons que l'idée, il faut pas qu'il soit tout le temps coincé, quoi. Sinon, comment il peut faire pour expérimenter ? Alors, tout ça, effectivement, ça me fait dire que l'idée, en fait, en motricité libre, c'est de laisser un champ d'exploration maximum possible. Mais alors attention, on ne peut pas faire ça s'il y a des dangers. On ne va pas laisser un petit bout de 3 mois en haut de l'escalier ou avec des clous, je ne sais pas quoi, c'est évident. Donc, si on veut faire de la motricité libre, la première chose, la première règle, c'est la sécurité. C'est de sécuriser l'espace. Donc évidemment, faire très très attention à ça quand on fait ces choix éducatifs là, ça veut dire que ok, on laisse cette liberté de mouvement à l'enfant, mais on fait très attention au radiateur, au clou, etc., évidemment. Alors, dans la même idée, je vous dis, voilà, il fait tous ces petits mouvements avec son corps qui sont involontaires, et progressivement, ça va
s'affiner. Ça va devenir plus précis. Alors, est-ce que c'est intéressant, finalement, qu'un petit bébé, à cet âge-là, ait plein de jouets autour de lui? Non. En fait, je vais vous dire pourquoi non. Le bébé, à ce moment-là, il a besoin, surtout, de rentrer en contact avec son propre corps. Et là, à nouveau, il y a un lien avec les apprentissages. Je vais vous expliquer pourquoi. On va reprendre l'histoire de l'écriture. Écrire, c'est un procédé, alors je dis pas forcément que c'est compliqué, mais c'est très complexe. Au niveau psychomoteur, ça fait appel à énormément d'habilités motrices. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, mais ça fait appel à une habilité en particulier qui est le repérage dans l'espace. C'est-à-dire que je vais faire un tout petit mouvement avec ma main quand j'écris. Et par exemple, si je fais un L, c'est vachement compliqué quand même. C'est-à-dire qu'il faut, enfin complexe, il faut que ma main dérive un petit peu vers la droite, monte vers le haut, reparte en arrière, redescende vers le bas. Mais pour faire ça, il faut bien avoir des aptitudes spatiales. Si je ne sais pas où c'est l'avant, l'arrière, le haut, le bas, comment voulez-vous que je puisse apprendre à écrire? Comment est-ce que ça pourrait être confortable? Eh bien, ces histoires d'espace, pouvoir repérer, quand je dessine la lettre L, que ça c'est devant, ça c'est derrière, on va au-dessus, on redescend, etc. Les premiers points de repère qu'on se construit, ils se font là, sur nous. C'est ce qu'on appelle le schéma corporel. Le schéma corporel, c'est vraiment cette connaissance des différentes parties de notre corps et la façon dont elles s'articulent entre elles, ces différentes parties. De cette manière, je sais bien que ma tête est en haut, que mes pieds sont en bas, que mon ventre est à l'avant, que mon dos est à l'arrière. J'ai une conscience de mon corps. Et grâce à cette conscience-là, je sais repérer des choses. Et grâce à ça, je vais donc pouvoir projeter mes repères à l'extérieur de moi. Mais ça commence par moi. Ça va pour tout le monde, ça? Ce repérage topologique, topographique, je ne sais pas comment on dit ça, il commence avant tout par soi. Et une fois que c'est bien clair, là, que c'est bien structuré, oui, là, je vais pouvoir projeter et savoir que quand je fais un L, je pars à droite, je monte en haut, etc., etc. Ça va pour tout le monde, ce que je raconte? Ouais. Alors, donc l'idée, ce qu'on veut, c'est plus le bébé va finalement pouvoir être en contact avec lui, en contact avec son corps, eh ben mieux c'est. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je mets plein de jouets autour de lui, c'est très joli. Alors ça c'est une arnaque géniale, la puériculture. Je pense que ça doit être une industrie qui doit à mon avis permettre de générer beaucoup de sous, parce que oui, ça a l'air très mignon, tous ces petits objets, ça fait du bruit, c'est sympa, etc., etc. Mais finalement, un tout petit bébé, je vois vraiment pas trop où est l'intérêt, avant 3 mois. Parce que si ce qu'on cherche, c'est qu'il se contacte lui-même, qu'il soit présent à lui-même pour créer des repères à l'intérieur de lui et après les projeter à l'extérieur, ça sert à rien qu'il soit vraiment happé par tous ces objets autour de lui. Alors, oui, au bout d'un moment, ça va être très intéressant qu'il ait des objets autour de lui, bien sûr, parce qu'il va pouvoir faire de la motricité fine. Il va pouvoir attraper un objet, le manipuler. Mais tant qu'il est tout petit, il ne sait pas faire ça. Donc, autant qu'il reste vraiment centré sur son corps. Moi, je dis toujours que le premier jouet d'un bébé, ça devrait être ses pieds. Vous avez vu comment c'est quand ils découvrent leurs pieds? C'est incroyable ce moment-là. Je mets le haut de mon corps en relation avec le bas de mon corps. Et voilà quelque chose d'hyper intéressant. Alors, des fois, effectivement, ce qu'on peut entendre, c'est pas toute la journée que l'enfant va être là à faire ses explorations. Le bon moment pour laisser un enfant expérimenter, faire ses petits mouvements, toucher ses pieds, etc., c'est les moments où il est ce qu'on appelle en éveil calme. Pas évidemment s'il se met à hurler, à pleurer, qu'il a besoin de contact. Ça a énormément besoin de contact, un bébé. D'ailleurs, avant les jouets, avant tout ça, la chose la plus importante, c'est la relation d'attachement avec papa et maman, évidemment, ou en tout cas avec l'adulte qui est en charge de cet enfant.
bien sûr. Donc l'enfant le besoin primordial, c'est vraiment ce besoin d'affect. Hein. Mais dans les moments où on sent que le petit est autonome, que c'est OK, qu'il peut être là sur sa petite couverture tranquillement et ressentir et explorer ce qui se passe dans son corps, super. Hein. Ça, c'est important de laisser faire ça. D'accord ? Alors, après, donc le deuxième point qui va être très important par rapport à cette histoire de motricité libre, ça va être de respecter le rythme de l'enfant. Donc, on a ces niveaux d'évolution motrice, ils vont se dérouler. Hein, et donc, je redis, hein, il y a se retourner, ramper, etc., hein, jusqu'à la marche. Et puis, évidemment, après, ça s'arrête pas là. Hein, on a d'autres acquisitions qui sont là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces stades, ces niveaux d'évolution motrice, en fait, ils sont programmés. Ils sont programmés génétiquement. La génétique, ça fait pas tout, bien sûr. On est le fruit d'un environnement. On est le fruit de nos relations affectives avec les uns, les autres. Hein. On est le fruit d'une culture. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de génétique dans ces stades-là. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que c'est à l'intérieur de nous, ça. Et qu'il n'y a pas besoin, du coup, de l'enseigner à l'enfant. Donc, alors, effectivement, si l'enfant a un handicap, ça va être un petit peu différent. Là, je précise bien que dans cette conférence, je ne vais pas parler des cas, entre guillemets, particuliers. Hein. Je parle du cas général du bébé qui n'a pas de handicap particulier. Hein. Parce que, effectivement, dans ces niveaux d'évolution motrice, si on voit que... alors, on peut voir un enfant, par exemple, à 18 mois qui ne marche pas, c'est pas forcément inquiétant, en fait. Hein. Par contre, s'il marche pas et qu'en plus il parle pas du tout, en plus il vous regarde pas dans les yeux, là il y a un souci. Là il faut aller consulter. Donc c'est pas forcément révélateur, vous voyez. C'est-à-dire qu'un enfant qui marche un peu plus tard que les autres, etc. Il faut pas juste regarder le fait qu'il marche pas ou qu'il s'assoit pas encore. Il faut regarder l'ensemble. Et de toutes les manières, en cas de doute, il vaut mieux aller consulter un pédiatre, faire un bilan psychomoteur, etc. Hein. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de difficulté, hein, si l'enfant n'a pas de handicap, si l'enfant n'a pas de retard, n'a pas de souci particulier, le fait d'intervenir et de le pousser à l'étape d'après, c'est vraiment pas forcément une bonne idée. Je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre le cas d'un bébé qui rampe. Vous avez déjà observé des bébés en train de ramper ? Les psychomotriciens, j'imagine que oui. Hein. Donc, vous avez vu au démarrage ce qu'ils font ? En fait, très souvent, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est le haut du corps. Alors, j'ai du mal à vous le montrer avec le micro. Mais en gros, c'est le haut du corps. Je vais le faire moi. C'est le haut du corps qui tracte le bas du corps. Okay ? Souvent, c'est ça. Hein. Je tire en haut et du coup, ça fait avancer le bas. Donc, il y a une espèce de séparation entre le haut et le bas du corps. Et puis, ça s'arrête pas là. Ça se complexifie. Ramper, je peux vous assurer que c'est tout un art. Hein. Regardez des bébés ramper, vous n'allez jamais vous embêter. Il se passe plein de trucs. Donc, après avoir fait cette histoire au bas, hein, pour certains, ils vont passer à un rampé qui se passe comme ça. Il y a tout le côté droit qui va faire quelque chose, qui va tirer une partie du corps. Et puis, après, il va y avoir tout le côté gauche qui va venir tirer l'autre moitié du corps. Donc, ça, quand on voit un bébé ramper, on ne fait pas spécialement attention à ça. Alors, sauf quand on est psychomotricien, généralement. Mais il se passe plein de choses à l'intérieur de ça. Et si vous observez, après, ça va devenir encore plus complexe. Si on les laisse faire, au bout d'un moment, soit dans le rampé, soit dans le quatre pattes, on va avoir un truc qui s'appelle la controlatéralité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va être la main droite et le pied gauche qui vont agir en même temps pour faire ce mouvement de ramper.
Autrement dit, si on laisse l'enfant faire, si on n'intervient pas, si on n'est pas dans cette attitude de « Ouh, ça y est, t'as 12 mois, allez, il serait temps de marcher, debout, hop !» Si on le laisse faire ce qu'il a besoin de faire, au bout d'un moment, il va trouver cette contralatéralité, c'est-à-dire main droite, pied gauche, et à l'inverse, main gauche et pied droit. À quoi ça sert la contralatéralité? Pourquoi on veut qu'il trouve ça? Eh bien parce que vous le faites toute la journée et vous vous en rendez pas forcément compte. À chaque fois que vous marchez, vous faites de la contralatéralité. C'est systématique. Regardez les gens marcher dans la rue, observez-vous. Quand vous marchez, naturellement, quand votre jambe gauche avance, naturellement, votre bras droit, il fait ça. Et c'est très léger. C'est un espèce de balancier comme ça, on s'en rend pas compte. On s'en rend bien compte quand on voit vous savez, des courses athlétisme, etc. Des fois, on voit vraiment qu'ils sont comme ça. Là, on le voit vraiment. La contralatéralité, c'est ce qui nous permet d'être des bipèdes. Et ouais. Alors, quel dommage. Si on dit à un petit, si on le pousse à aller à l'étape d'après, imaginons, il rampe ou il fait du 4 pattes. Alors, il trouve cette histoire en haut, en bas, il trouve cette histoire à droite, à gauche. Et puis, à un moment, on se dit, allez, il faut qu'il se mette debout, alors on va l'entraîner à marcher, etc. Quel dommage. Parce que c'était peut-être justement le moment où lui, il allait faire cette expérience de trouver sa contralatéralité. Et ça, il va en avoir besoin toute sa vie pour avoir une marche fluide. Donc, l'idée, elle est là. C'est quelque part... alors, excusez-moi le raccourci, mais la nature, elle sait ce qu'elle fait. Et c'est pas du hasard si c'est fichu comme ça. C'est pas du tout du hasard. Alors, effectivement, la marche, c'est quelque chose de vachement élaboré. Quand je vous disais, voilà, nous, on est des bipèdes. Alors, on est des animaux, on est bien d'accord. Alors ça fait bizarre des fois des gens quand je dis ça, mais d'un point de vue biologique, du point de vue de la biologie, on est des mammifères. Alors certes, on est très différents des autres, parce que on a des processus de symbolisation, on a des choses qui nous permettent de penser, de symboliser. Mais vous voyez dans ces classifications, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, etc. Mais nous, on fait partie du règne animal, et notre bipédie est une exception absolue. Il n'y a pas d'autres mammifères qui ont ça. Sauf certaines espèces de grands singes. Et encore, c'est pas leur mode de locomotion privilégié. Alors que nous, notre histoire de contralatéralité, là, ce que le bébé, en fait, va trouver lorsqu'il est au sol, pendant tout ce temps qu'il va passer au sol, mais toute sa vie, il va en avoir besoin. Donc en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? Dans ce boom psychomoteur-là, de la première année de la vie de l'enfant, il ne fait rien d'autre, finalement, que d'apprivoiser le sol. Et apprivoiser le sol, ça va être super important. Repousser, s'extraire de la gravité, revenir au sol, se rouler, etc. C'est super important. Si on n'apprivoise pas le sol... alors, petite anecdote. J'ai travaillé en gériatrie assez longtemps. Et donc, vous savez, en gériatrie, il y a beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent en gériatrie parce qu'elles font des chutes, elles peuvent se faire des fractures, etc. Et puis, c'est très embêtant. Elles perdent complètement le moral parce qu'elles peuvent plus se déplacer, etc. Et souvent, d'ailleurs, c'est en lien avec cette histoire de perte de la bipédie, c'est à mettre en lien avec son statut d'être humain. La bipédie, c'est la signature de l'être humain. Il y a une personne qui parle beaucoup de ça, c'est Geneviève Ponton, qui est psychomotricienne, qui dit des choses extrêmement intéressantes là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous suggère d'aller creuser dans ce qu'elle écrit, Geneviève Ponton. Et effectivement, moi, quand je demandais à ces personnes âgées avec qui je travaillais, et vous vous rappelez à quel âge vous avez marché? Et j'ai remarqué qu'il y avait souvent une corrélation entre une marche très tôt, trop tôt, et des chutes qui arrivent plus tard quand on prend de l'âge. Et ouais, en fait, ce truc d'apprivoiser le sol, le fait de passer tout ce temps au sol, quand on y pense, on est bipède, là, je suis debout, c'est complètement dingue ce qui se passe. J'ai 2 petits machins comme ça, là, mes pieds, qui sont en contact avec le sol. Mais c'est assez fou quand même, quand on y pense.
Hein. On arrive à tenir debout comme ça. Donc, forcément, on arrive à le faire parce qu'on a apprivoisé le sol. Donc, toute cette période-là, elle va être hyper importante. Hein. Alors, donc, vous avez vu que j'ai été assez floue au niveau des âges. Hein, à quel âge il s'assoit, à quel âge... C'est fait exprès. C'est fait exprès, pourquoi ? Parce que dans les ouvrages de puériculture, ou des fois je vois sur des forums internet des parents, oh, il est là 12 mois, et il marche toujours pas, etc. Ou l'inverse, oh là là, il a 10 mois, il marche génial. Hein. Moi, je préfère garder un flou sur les âges. Alors, effectivement, dans ma pratique en cabinet, le flou, on le met un petit peu de côté parce qu'on veut effectivement repérer si jamais il y a un retard, si jamais il y a un handicap. Mais sinon, voilà, hein, l'âge de la marche qu'on établit à 12 mois, dommage, j'ai envie de dire. Hein. Plus un enfant va prendre le temps d'apprivoiser ça, d'apprivoiser ce rapport au sol, hein, plus c'est un gain pour lui. Hein. Après, il n'aura plus l'occasion de le faire, ça. D'accord ? Alors, en fait, si vous remarquez bien, les enfants, des fois ça peut un peu énerver les adultes, ils peuvent répéter, inlassablement la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des périodes où ils vont systématiquement ramper et prendre la balle et la jeter, et re-ramper et prendre la balle et la jeter, et re. L'adulte, il voit ça, il dit, ah, mais bon, il faudrait peut-être qu'il change un petit peu de disque, là. Eh ben non. Pourquoi ? Parce que, en fait, à chaque fois qu'ils font ça, c'est qu'ils en ont besoin. Ils construisent leur schéma corporel. Ils construisent leur coordination. Et il y a des réseaux de neurones qui se créent à ces occasions-là. Alors, quand vous faites quelque chose pour la première fois, hein, il y a le réseau de neurones là qui s'active. Bon, il est un petit peu... Le chemin n'est pas très net, j'ai envie de dire. Par exemple, regardez. Si vous êtes... imaginez, vous êtes dans un champ, d'accord ? Avec de l'herbe. Il y a plein d'herbe partout. Il n'y a pas de chemin. Et puis, vous voulez aller dans une direction. Vous prenez le chemin une fois. On est d'accord que vous avez vaguement tracé un chemin, mais pas beaucoup. Hein. Et puis, vous aimez beaucoup ce que vous avez vu à l'autre bout du champ. Donc, vous allez reprendre le chemin une deuxième fois. Et là, le chemin va commencer un petit peu à se tracer. Et puis une troisième fois, et puis une quatrième fois. Et peut-être qu'au bout de la 3000e fois, ça y est, il va y avoir de l'herbe de chaque côté. Mais votre route, vous savez où vous allez. C'est clair, c'est net, c'est tracé. Vous avez fait ce chemin tellement de fois que vous avez piétiné l'herbe, là, votre route, elle est bien tracée. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau des connexions neuronales. L'enfant, il répète, il refait inlassablement jusqu'à ce que la connexion, elle soit là, jusqu'à ce que ça soit bien fixé. Donc c'est normal qu'il répète. Hein. Donc plus on va le laisser faire ça à son rythme, mieux ça va être pour lui. Alors, une chose qui est très importante, j'ai parlé de l'histoire de l'espace tout à l'heure, hein, l'intégration des notions de l'espace. Vous vous rappelez ? Je laisse mon enfant faire comme ça ces petits mouvements, cette espèce de petite gym, entre guillemets, involontaire, hein, et ça va l'aider aussi à prendre des points de repère sur lui. Alors, il n'y a pas que ça qui va l'aider, hein, il y a plein d'autres choses, je n'ai pas le temps d'en parler. Le massage va beaucoup l'aider, il y a énormément de choses qu'on peut faire par rapport à ça. Mais en tout cas, la motricité libre va permettre ça. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va lui permettre d'intégrer des notions de schéma corporel, mais aussi des notions de temps et des notions d'espace. Alors, dit comme ça peut être un petit peu étonnant. Pourquoi ? Quel est le rapport avec le temps ? Alors, quand je dis le temps, c'est bien sûr le temps, ce qu'on appelle le temps qui passe, hein, la temporalité. Quel est donc le rapport entre je laisse un corps bouger librement et du coup, ça va lui permettre de mieux comprendre le temps, de mieux intégrer la temporalité. C'est que dit comme ça, on peut quand même se poser la question. Et bien voilà ce qui se passe. Imaginez
un petit bébé comme ça, qui a, je sais pas, 11 mois, 12 mois. Hein. Et puis, il est allongé, par exemple, dans son petit lit à barreaux, il est bien, je sais pas, il attend que sa maman arrive, sa maman est pas loin, tout va bien. Et puis, je sais pas, il entend sa maman chantonner, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui l'attire. Hein. Et là, il veut voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait faire ses niveaux d'évolution motrice, vous vous rappelez? Se retourner, passer assis, etc., jusqu'à se relever. Bon. Donc en fait, il s'est passé quoi? Il a eu un désir. Il y a quelque chose qui l'a motivé. Il a eu la curiosité. Oh, la voix de maman. Ah. Et ça a été un moteur pour aller voir ce qui se passe. Et là, il y a eu un début. J'ai un désir, j'ai une envie. Il y a eu un milieu. Avant de me lever, je passe sur le côté, je repousse le matelas, j'agrippe les barreaux, je me mets en position de chevalier servant, je me mets debout et je regarde. Il y a une séquence qui s'est déroulée. Et puis, il a vu maman ou il a vu ce qu'il voulait voir. Donc, ça veut dire qu'il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. Ça a l'air très bête, dit comme ça. Mais toute notre vie, on va avoir besoin de ça. Les êtres humains s'inscrivent dans le temps et dans l'espace. Il y a quelque chose de la signature humaine là-dedans. Les animaux, s'ils peuvent passer, j'imagine que vous avez déjà vu votre chat ou votre chien affaler, surtout avec le temps qu'il fait, affaler dans le canapé, qui attend, et puis ça a l'air d'être génial, quoi. Hein. Ils s'en fichent, ils sont là, ils profitent. Ouais, ils n'ont pas la conscience de la mort. Ils n'ont pas la conscience du temps qui passe. Hein. Nous, on s'inscrit dans une organisation humaine, on a cette conscience-là. Donc c'est dans notre nature de créer des organisations dans le temps et des organisations dans l'espace. C'est comme ça qu'on construit des villages, des villes, etc., etc., etc. Donc, laisser un enfant expérimenter librement, sans décider à sa place. Hein. Alors, je parle de motricité, hein, je ne parle pas forcément de tout. Hein, on a tout à fait le droit de poser des interdits, évidemment. Mais laisser le champ libre à cette exploration à l'intérieur de son corps, il y a ça aussi. Hein. C'est lui permettre d'intégrer la notion du temps, déjà. Quant à la notion de l'espace, alors j'en ai parlé déjà pour l'histoire de l'écriture, hein, tout à l'heure. Mais je vais vous expliquer, je vais vous donner une autre anecdote qui va vous permettre de bien comprendre ça. On vit dans un monde tridimensionnel, n'est-ce pas? Hein, l'espace de la feuille de papier, hein, des choses comme ça, c'est un plan unidimensionnel. Quand vous allez au cinéma, vous allez voir un film en 3D. Vous avez l'impression d'être dedans, parce qu'il y a le champ de profondeur, il y a tout ça. Hein. Donc, il y a différents plans dans l'espace. Alors, en termes anatomiques, hein, ça porte des noms un petit peu bizarres, mais on peut simplifier. Hein. Déjà, vous voyez ce plan-là. Hein, quand je fais ce mouvement-là, on est d'accord, je suis sur un plan horizontal. Ça va pour tout le monde? Hein. Alors, on n'est pas obligé de dire horizontal, on peut dire que c'est le plan de la table. Voilà. Hein, ça, c'est le plan de la table. Ça, c'est une dimension de l'espace. Et puis, il y a d'autres dimensions de l'espace. Il y a, par exemple, cette dimension-là. Hein, c'est ce qu'on appelle les coupes sagittales, hein, pour ceux qui ont fait l'anatomie, pour ceux qui connaissent ça. On peut appeler ça aussi le plan de la roue. Vous voyez la roue du vélo, hein, qui tourne dans ce plan-là. Donc j'ai un plan comme ça, j'ai un plan comme ça. Hein. Et puis, il y a ce plan-là, qui est le plan frontal. Hein, qui est le plan en fait de la porte. Hein. Si on regarde une porte, voilà, il y a des choses. Donc, elle est vraiment dans ce plan-là. Hein. Donc, il y a plusieurs plans, hein, dans l'espace, et la combinaison de tout ça, ça donne le monde dans lequel on évolue, c'est-à-dire un monde tridimensionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le bébé, quand vous le laissez agir librement, eh ben, il va intégrer ces plans-là. Par exemple, il est allongé au sol. Il est dans le plan horizontal. Il va se repousser. Il va passer sur le côté. Il va être dans le plan sagittal. Puis il va repousser le sol. Et puis il va se verticaliser, etc., etc. Donc à chaque fois, il va expérimenter un rapport à l'espace.
Et c'est ça, notamment, qui va lui permettre... Alors, j'arrête pas de parler d'écriture, parce que je vois plein d'enfants qui ont des dysgraphies dans mon cabinet, mais notamment, cette histoire d'espace, c'est ça qui va lui permettre de soutenir, après, cette histoire d'écriture. Vous voyez, hein? Ça va, ça, pour tout le monde? Alors, maintenant, il y a une autre dimension, c'est le fait de respecter le rythme de l'enfant. Il y a un rapport avec l'estime de soi et la confiance en soi. Je crois que tout le monde a remarqué, c'est un peu la tarte à la crème depuis quelques années, hein. Il y a plein de livres dans les librairies sur la confiance en soi, il y a plein de séminaires sur l'estime de soi, l'affirmation de soi. Hein, voilà, c'est des choses qu'on entend très souvent. Alors, peut-être qu'on entend beaucoup ça, parce que peut-être qu'on manque de ça. Hein. La motricité libre, la bonne nouvelle, c'est que ça va permettre de renforcer sa confiance en soi et son estime de soi. Et ça, c'est pas négligeable, parce que quand on voit qu'après, effectivement, beaucoup d'adultes se plaignent de ça, hein, de pas avoir assez confiance en eux, de pas avoir assez d'estime d'eux-mêmes. Hein. Donc ça peut être pas mal déjà d'équiper des tout petits bébés avec ça. Alors, pourquoi, en fait, ça va permettre ça ? Eh bien, en fait, en motricité libre, vous laissez l'enfant y arriver par lui-même ou ne pas y arriver. Et ça, c'est vachement important aussi, d'être autorisé à ne pas y arriver. Alors, on va prendre le cas d'un enfant qui, par exemple, veut absolument faire de la marche autonome. Et vous ne l'aidez pas. À chaque fois qu'on aide un enfant à marcher, je le dis, hein, en le tenant par les bras, voilà, on coupe complètement l'espace. C'est-à-dire que non seulement on va désaxer complètement la forme de son dos, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec les fesses en arrière, il n'est pas du tout sur son axe, et par-dessus le marché, il apprend à évoluer dans l'espace avec des œillères, en fait, hein, finalement. Donc, si l'enfant se met debout, il veut essayer de marcher, et il n'y arrive pas trop, il ne s'énerve pas, tout va bien, vous le laissez faire. Il se casse la figure, ok. Alors, ça nous effraie, nous, hein, en tant qu'adultes, mais je peux vous assurer que 8 fois sur 10, ils se font absolument pas mal. Hein. Souvent, ils pleurent parce qu'ils voient nos têtes effrayées. Hein. Alors, ils peuvent se faire mal, bien sûr. Hein. Là, faut pas prendre les choses extrêmes. Hein. S'ils se cassent la figure sur du gravier, évidemment, vous allez voir ce qui se passe. Mais si on n'est pas en train de se précipiter tout de suite, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il repasse par tous ces niveaux d'évolution motrice. Il se casse la figure, il va rebasculer sur le côté. Regardez les faire, à chaque fois c'est ça. Hein. Si on n'intervient pas, ils font ça. Je passe sur le côté, je repousse le sol, chevalier servant, et hop, je me remets debout. À chaque fois qu'il tombe, il a l'occasion de repasser par ces niveaux d'évolution motrice. C'est génial, en fait, de tomber. En fait, pour avoir une marche bien assurée, hein, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Apparemment, il faut tomber 3000 fois. Donc c'est normal. La chute, elle fait partie. Hein. Et le jour où cet enfant va vraiment pouvoir s'affirmer tout seul et marcher tout seul, il va pouvoir être vachement fier de lui. Personne l'a aidé à le faire. Donc c'est génial pour la confiance en soi. C'est génial pour l'estime de soi. Hein. Vous voyez comment ça s'articule, hein. Alors, après, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais intervenir. S'il y a une très très grande frustration à un moment, évidemment, si un tout petit n'arrive pas à attraper un objet et que vraiment il s'énerve, donnez-lui. Hein. Mais si ça n'a pas l'air de le déranger, laissez faire. C'est son expérience. Et quelque part, là, s'il veut attraper un objet, il n'y arrive pas, vous ne l'aidez pas, vous êtes en train de faire un truc que moi je trouve très bien. Vous l'autorisez à ne pas y arriver. Mais on vit dans un monde, on a une pression qui est complètement dingue apparemment. Il y a des burn-out, il y a des gens, hein, qui souffrent apparemment beaucoup dans des entreprises, des vagues de suicides dans des entreprises, etc. Ok, je pense qu'à un moment, on peut juste se dire que on n'est pas obligé d'arriver à tout, quoi. Hein. Donc la motricité libre, c'est aussi faire passer ce message-là. Faire passer que c'est ok, tu n'y arrives pas, ça va. Peut-être demain, tu y arriveras et ok. Et on prend son temps. Voilà. Alors, on va passer maintenant au rôle de l'adulte. Donc,
on a vu qu'en motricité libre, donc on est toujours dans cette approche d'Amy Pickler. Tout ce que je suis en train de vous raconter, ça vient donc bien d'Amy Pickler, qui a fait ses observations, qui a fait ses stages, qui a fait sa thèse sur le développement moteur de l'enfant entre 0 et 3 ans. Et elle a découvert tout ça. Alors, il y a d'autres auteurs qui se sont intéressés à ça. Il y a beaucoup de points communs, j'imagine, avec Maria Montessori, avec d'autres personnes qui ont pensé l'enfant, bien sûr. Donc, l'idée dans cette théorie d'Amy Pickler, c'est que le bébé, il est acteur. C'est lui qui fait quelque chose. Donc, par là même, il peut être attentif à ce qu'il est, attentif à ses sensations, apprendre à se connaître, repérer ses capacités. Et donc, du coup, éviter des dangers, être plus conscient des risques. Vous vous rappelez l'histoire des... elle était plus appelée pour des fractures par des familles qui surveillaient beaucoup leurs enfants. Voilà. Donc, le rôle de l'adulte, c'est quoi ? Vous vous rappelez quand j'ai dit ficher la paix, mais j'ai dit attention attentivement. En fait, on pourrait se dire, bon, la motricité libre, c'est bien, je fais rien. Je laisse mon bébé et il se débrouille. On fait rien du tout. Alors ça marche pas exactement comme ça. Ça sera un peu trop facile. Dans la pouponnière, qui était dirigée par Amy Pickler, rue Loxy, les intervenants qui travaillaient avec ces bébés faisaient vraiment des choses. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nommaient tout ce qu'ils faisaient à l'enfant. Par exemple, changer la couche, le bain. Tout était expliqué. Ce qui était demandé, c'était d'avoir vraiment une qualité de présence et d'écoute extrêmement forte envers ses enfants. Donc, il y a quelque chose à faire, mais c'est pas le faire habituel. C'est pas le faire de « je suis un adulte, je sais ce qui est bon pour toi, donc je vais t'arrêter alors que tu es en train d'expérimenter quelque chose ». Non, c'est un faire autrement. C'est un faire qui se situe beaucoup plus dans un rapport entre soi et soi-même, finalement. Et puis, soi et ce bébé, bien sûr, soi et cet enfant. En fait, ce qui va être extrêmement intéressant, ça va être de mettre des mots sur l'expérience de l'enfant sans intervenir. De genre, dis donc, t'as attrapé ça. Oh, je vois que t'es en train de tourner. Hop, tu te mets debout. Une petite chute. Tiens, voilà. De commenter ce qui se passe, en fait. Ça veut dire que vous continuez à soutenir avec votre voix. Vous n'intervenez pas, mais l'enfant n'est pas lâché. L'enfant n'est pas tout seul. Il est soutenu. Il sent qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'il fait. Et c'est hyper important. Il sent qu'il y a un regard qui est là. Et ça va être vachement important aussi. Le regard bienveillant et des paroles bienveillantes. Effectivement, la motricité libre, c'est pas juste le laisser et puis on s'occupe de rien. Ça serait vraiment de l'abandon. Ça serait terrible pour un bébé de ressentir ça. Non, l'idée, c'est de dire, je suis là. Ça m'intéresse ce que tu fais. Tiens, et aujourd'hui, tu fais ça. Oh, c'est nouveau. Oh, dis donc, t'as trouvé une autre manière de ramper. C'est vraiment d'accompagner ça, de dire « je suis là, je m'intéresse à toi, tu es important pour moi ». Et ça va passer par un regard sur l'enfant et ça va passer par des paroles, bien sûr. Alors, les paroles, attention, parce que effectivement, on a des réflexes parfois. Par exemple, quand un enfant se met dans une situation périlleuse, attention, tu vas tomber. En fait, on n'est pas devin. On ne sait pas, d'accord, ça se trouve, mais peut-être qu'il va tomber, mais peut-être qu'il ne va pas tomber. On ne sait pas. Bon. Mais souvent, on le dit quand même. Ça a remarqué ? Un truc un peu intuitif que attention, tu vas tomber. Et souvent, ce qui est rigolo, c'est que alors même qu'il n'allait pas tomber, il va valider ce que vous dites. Il va tomber. Souvent, ça marche comme ça. Si à la place de ça, vous dites « j'ai peur que tu tombes », ça n'a rien à voir. Vous parlez de vous. Donc la motricité libre, c'est pas laisser faire n'importe quoi. C'est pas ça. C'est à un moment, s'il faut intervenir, ok, intervenez en parlant de vous. Votre peur, elle est à vous. Elle vous appartient. C'est pas lui qui a cette peur.
Hein. Donc, nommez-la. Et là, vous pouvez dire, j'ai peur que tu tombes, par exemple. Ça n'a rien à voir avec tu vas tomber. J'ai peur que tu tombes, c'est la vérité. Hein. Alors que tu vas tomber, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, finalement. Alors, autre chose aussi. Ah oui, attention, tu vas te faire mal. Hein, on dit ça des fois, hein, ça sort un peu tout seul. On l'entend ça souvent. Hein. Je pense qu'on peut le dire aussi autour de lui. Ah, attention, prends soin de toi, tu vas faire mal. Tu vas te faire mal. Alors, ce que j'ai dit au début, prends soin de toi, là, ça va être vachement plus intéressant. C'est-à-dire que vous donnez une injonction, mais c'est clair et c'est précis. Hein. Tu vas te faire mal, c'est faire une hypothèse sur un futur, mais on ne sait pas ce que ça va être, ce futur. Par contre, dire « j'aimerais que tu prennes soin de toi ». C'est important pour moi. Quand tu fais ça, ça m'inquiète. Vous voyez, c'est complètement une autre démarche. Donc la motricité libre, à nouveau, c'est pas on fait n'importe quoi, on laisse l'enfant. Enfin, non, on peut dire à un moment, non, ça c'est pas ok. Hein. Par exemple, un enfant qui va traverser la rue n'importe comment, c'est un non ferme et définitif. On est bien d'accord. Hein. Mais le but, c'est de ne pas être systématiquement en train d'anticiper « non, ne fais pas ça, attention, tu vas te faire mal, etc. » Sinon, qu'est-ce qu'on donne comme message? Si on n'est que là-dedans, ce qu'on dit, c'est « le monde, c'est dangereux. N'explore pas le monde. Fais attention à toi, fais attention au monde, il y a des dangers partout. » C'est ça, en fait. Hein. Alors, et je pense qu'on est dans une société où on est assez angoissé comme ça. Hein. On n'a pas besoin de s'en rajouter. Hein. Donc c'est important que les enfants prennent conscience des risques, qu'ils prennent conscience des dangers. Mais ils en prendront d'autant plus conscience qu'on les laisse expérimenter. Hein. Par exemple, un enfant, je sais pas, j'ai n'importe quoi, qui escaladerait un petit peu sur un canapé, quelque chose comme ça. Hein. On peut nommer, on peut expliquer en disant, tu vois, là tu es là, tu es en hauteur. Et tu sais, juste devant toi, il y a du vide. Tiens, tu veux regarder avec ta main, là, par exemple? Ça peut être une proposition. Ou, tiens, regarde, on pourrait regarder ensemble. Ah ben, tu vois, là, il y a du vide. Hein. On peut faire des choses comme ça et nommer. Hein. Et de cette manière-là, l'enfant, il va prendre conscience lui-même des dangers. Hein. L'idée n'est pas de lui faire croire qu'il n'y en a pas, des dangers. Il y en a, bien sûr, il n'y a pas que ça. Alors, l'idée maintenant, comme je vous l'avais dit dès le début, c'est, j'ai commencé un peu entre les lignes à en parler, c'est cette histoire de croyance. Parce que finalement, c'est pas compliqué de faire de la motricité libre. Hein. Être là, être présent, accompagner avec son regard, accompagner avec des paroles, etc. Et alors, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un truc aussi simple, pourquoi on a du mal en tant qu'adulte des fois? Pourquoi on a besoin de garder un contrôle, etc. Sur ce bébé? Et là, maintenant pour terminer cette conférence, là, c'est plus trop la psychomotricienne qui va parler, c'est plus la praticienne en hypnose qui va parler. En hypnose, on s'intéresse énormément aux croyances. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être une histoire de croyance, en fait, en tant qu'adulte, qui peut nous empêcher de mettre ça en place. Parce que pour le bébé, c'est facile de mettre ça en place. C'est ce qu'il fait naturellement. Donc, pourquoi les praticiens en hypnose s'intéressent aux croyances? Eh bien, regardez. Si quelqu'un a un objectif qui est, par exemple, c'est pas... on va reprendre l'histoire de la confiance en soi, l'estime de soi. Voilà. Un patient vient, je veux avoir plus de confiance en moi. Je veux être plus affirmé et je veux avoir plus d'estime. C'est des choses qui reviennent souvent. Si la personne a la croyance, au fond d'elle-même, qu'elle est transparente, complètement transparente, personne ne me voit, etc., ça va être un peu compliqué. Que ça soit vrai, que ça soit faux, de toute façon, c'est complètement relatif. À ce propos-là, vous savez que l'anagramme de la vérité, quand vous mélangez toutes les lettres, vous voyez ce que c'est les anagrammes. Donc l'anagramme de la vérité, c'est relative. C'est rigolo quand même. Donc, à nouveau, que ça soit vrai ou faux, moi, je m'en fiche qu'il soit transparent ou pas. Bon, chacun a son avis là-dessus. Mais si lui, il y croit, comment il va faire pour atteindre son objectif d'avoir plus de confiance en lui, etc. Si vous avez la croyance
que c'est difficile de changer, ben, c'est pareil, ça va induire des choses. Hein. Donc les praticiens en hypnose, ils vont énormément s'intéresser aux croyances de leurs patients. Parce que c'est ça qui va vraiment pouvoir permettre de créer des leviers. Avant toute chose, cette personne, par exemple, qui n'a pas confiance en elle, moi, je peux faire tous les protocoles d'hypnose de la Terre que je veux. Hein. Mais si elle a cette croyance pure et dure et ferme qu'elle est transparente, mais comment voulez-vous que ça marche? Donc l'idée, c'est de s'intéresser à, mais c'est quoi nos propres croyances et c'est quoi les croyances des gens qui sont autour de nous, avec qui on travaille, etc. Voilà comment je me suis permis d'inviter l'hypnose dans le champ de la motricité libre. Alors, on est des êtres de croyance. Ça va pour tout le monde, ça, c'est clair pour tout le monde. Hein. Alors, c'est absolument incroyable. Hein. On croit à plein de choses. On ne peut pas faire autrement. On en a besoin. Hein. Et puis, ces croyances, elles vont évoluer toute la vie. Quand vous êtes petit, vous croyez au Père Noël. C'est normal. Hein, c'est complètement normal. On ne remet pas ça en cause. Hein. Et puis, ça évolue. Donc, il y a des croyances que vous avez eues quand vous étiez tout petit. Et puis aujourd'hui, vous les avez plus. Et puis après, en tant qu'adulte, alors il y a plein de choses. Il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui n'y croient pas, il y a des gens qui croient aux extraterrestres, il y a des gens qui n'y croient pas. Hein, voilà. Donc, une croyance, c'est une adhésion à une idée. Alors, elle peut être légère. Hein. Il y a des croyances transitoires aussi. Hein. Alors, des enfants, des fois, c'est « Oh, il y a une partie d'eux qui croit au Père Noël, puis... » il y a une partie qui ne croit plus vraiment. Hein, ils vont être un petit peu entre deux. Et puis, il y a des croyances qui sont hyper fortes. Il y a des croyances... Alors, on n'arrive même plus à comprendre que c'est des croyances. Hein, parce que c'est des certitudes. Hein, on en est sûr. Mais alors, sûr de sûr. Alors, je vais donner un exemple qui est un peu provocateur, qui est un peu énorme. Et désolé s'il y a des gens qui sont ici, qui ont déjà fait des formations avec moi ou entendu des conférences, je le donne très souvent, mais parce que je le trouve génial, cet exemple-là. Un exemple de croyance. Moi, j'ai la certitude que la Terre est ronde. Mais vraiment. Comment je le sais que la Terre est ronde ? Je ne le sais pas du tout par mon expérience. Hein. Là, je vous vois en face de moi, je sors dans la rue, etc. Pour moi, c'est tout plat, partout. Hein. Je ne vois jamais de moment où j'ai l'impression d'être sur un truc rond. Je ne sais pas vous, mais moi c'est comme ça. Pourtant, j'ai la certitude absolue que la Terre est ronde. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de croire. J'ai décidé de croire aux scientifiques, à la science. J'ai décidé de faire confiance à des astronomes, des astronautes, etc., etc. D'accord ? Mais à la base, c'est un peu une croyance quand même. Ça s'est transformé en certitude absolue. Hein, mais moi, par ma propre expérience, je ne sais pas, moi, que la Terre, elle est ronde. Si personne ne me l'avait expliqué, mais j'aurais pas su. Hein. Donc, voilà le genre de croyance extrêmement forte. Hein, et ça ne veut pas dire que c'est faux, hein, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on a tous des choses comme ça, mais c'est sûr, mais c'est une certitude, etc. Hein. Et en fait, ça peut être intéressant de savoir d'où ça vient. Alors, je vous parle de cette histoire de croyance parce que je vais vous dire à la fin des genres de croyances qu'on peut avoir qui peuvent empêcher de faire de la motricité libre. Hein. Alors, nos croyances, les croyances qu'on a, elles sont conditionnées par plein de choses, par des expériences. Bon, par exemple, j'ai raté mon permis de conduire 3 fois. Hein. Bon, j'ai la croyance que je suis nulle en conduite et je vais toujours rater. Hein. Je le sais parce que j'en ai eu l'expérience. Voilà. Et puis, il y a d'autres croyances, ça va être plutôt le milieu familial. Hein. Par exemple, dans certaines familles, on va développer la croyance comme quoi, quand il y a un conflit, il faut qu'on parle tout de suite. Hein. Et puis dans d'autres familles, oh là là, s'il y a un conflit, on va mettre la poussière sur le tapis, sous le tapis plutôt, pas sûr. On va pas en parler et c'est bien de faire comme ça. Parce qu'on va pas remuer le couteau dans la plaie. Ok ? Donc,
ça conditionne des choses chez nous, tout ça. Les croyances familiales. Alors, on choisit d'adhérer à ça. On choisit de ne pas y adhérer. Et puis, alors vous avez remarqué, il y a des croyances culturelles, ça c'est extraordinaire. Vous savez que, alors je ne sais pas où c'est exactement, mais dans un peuple, alors je crois que c'est Inuit, je ne veux pas dire de bêtises, pour eux, la réalité, c'est la nuit. C'est ce qu'ils vivent la nuit. Et eux, ils pensent qu'on est barge de prendre pour la réalité ce qu'on vit dans la journée. Donc ça va loin, cette histoire de croyance. Dans certains pays, on a la croyance que pour être en bonne santé, il faut manger 2 fois par jour. Et puis dans d'autres endroits, il faut manger... Ah non, quelle idée, c'est 4 fois par jour qu'on mange, c'est 5 repas, mais enfin. Vous voyez comment ça se construit ou pas? Ça. On est tous bourrés de croyances comme ça, qui nous viennent, mais depuis la naissance, qui nous viennent de notre famille, notre culture, nos expériences, etc. Heureusement qu'on a ça, parce que ça rend aussi beaucoup service. Donc je ne dis pas qu'une croyance, c'est un truc pas bien et qu'il faut lutter contre toutes ces croyances. Ce que je dis, c'est que je pense qu'il est très important d'en avoir conscience. Clairement, il y a des croyances qui vont nous aider. Ça peut être génial, une croyance. Alors là-dessus, vous pouvez vous amuser à faire un listing. Si vous écrivez toutes les croyances que vous avez, vous allez noircir un cahier. Et puis après, on peut voir ce qui nous aide ou ce qui nous aide pas, par exemple. Alors, des croyances qui peuvent aider. Juste, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, et aussi quand je travaillais en psychiatrie avec des adultes. Les gens qui font l'expérience douloureuse d'un deuil, il paraît que ça se fait mieux pour des gens qui ont une religion ou au moins des éléments un peu mystiques, des croyances comme ça, que ça soit la religion ou d'autres choses d'ailleurs. J'ai remarqué autre chose. J'ai remarqué que les personnes qui croient en la réincarnation, donc c'est une croyance, qui peut prouver que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. J'ai remarqué qu'elles avaient moins peur de la mort, qu'elles peuvent se dire plus facilement « Ok, je finis cette vie-là, j'en commence une autre après ». Donc ça peut être, tant mieux à ce moment-là, ça peut être hyper utile les croyances. Si par exemple, je sais pas, ça va être très trivial ce que je vais dire, mais un étudiant comme ça qui passe le bac, lui il a la croyance qu'il a une bonne mémoire, mais tant mieux, que ça soit vrai ou faux, à l'arrière on s'en fiche, vous voyez. Donc il y a des croyances qui nous aident, et puis il y a des croyances qui ne nous aident pas. Alors, c'est important de garder les croyances qui nous font du bien, bien sûr. L'idée, c'est peut-être aussi à un moment de faire un tri et de voir quelles sont les croyances qui peuvent nous servir et les croyances qui peuvent nous desservir. Alors, ce qu'on peut faire face à une croyance, c'est se demander tout simplement comment je le sais. La Terre est ronde. Comment je le sais? Là, je suis obligée de répondre. On me l'a dit, etc. J'ai choisi de faire confiance. Ce qu'on peut se demander aussi, c'est ça vient d'où? Qui me l'a appris? Ça peut paraître étonnant. Moi, quand j'ai des patients, ils disent mais je suis nulle. Okay. Comment le savez-vous? Qui vous l'a appris? Comment vous savez ça? Donc ça, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser, en fait, face à nos croyances. Alors, tout ça, en fait, c'est pour vous dire que par rapport à la motricité libre, j'ai bien regardé tout ça, et je me suis rendu compte, j'ai fait un petit listing, comme ça, des croyances qui peuvent venir entraver cette histoire de motricité libre. Alors, il y en a une qu'on peut avoir assez facilement, quand on se prend en point de référence en tant qu'adulte. Alors, la croyance que les bébés, si on les occupe pas, ils s'embêtent. C'est évident, ils s'ennuient. Alors, ça a l'air d'être un truc comme ça, il faut les occuper. Effectivement, si on adopte cette croyance-là, ça va être compliqué de mettre en place de la motricité libre.
Là, ça serait plutôt adopter la croyance que il est en train de contacter son corps, il est en train de faire quelque chose d'important pour lui. C'est plutôt ça qui va nous aider. Mais ça, j'ai remarqué que ça revient très souvent. Mais il va s'embêter, il va rien faire. Bon. Alors, cette croyance-là, c'est probablement, moi, c'est ce que j'imagine, lié à notre propre besoin d'action. On est dans un monde, en ce moment, il est hyper actif. On est extrêmement sollicité, les Facebook, les réseaux sociaux, les je sais pas quoi, ça va à toute allure. Donc forcément, de ce point de vue-là, on en voit un qui est là, au sol, et qui regarde ses mains, et en fait, il vit un truc incroyable, parce qu'il découvre ses pieds, etc. On se rend pas forcément compte que, non, il ne fait pas rien. Alors, une autre croyance qu'on entend assez souvent, et qu'on peut avoir, les uns et les autres comme ça, c'est les bébés, ils doivent faire des progrès, les progrès. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Ils doivent apprendre beaucoup de choses, donc ils doivent faire des progrès. Bon. Cette idée, elle est un peu liée à une idée de supériorité quand même, vous trouvez pas, en ce qui concerne la motricité, ce qu'on a vu, c'est que l'enfant, il a juste besoin d'un cadre sécurisé. C'est ça dont il a besoin. Donc, cette volonté que le bébé avance vite, il faut faire des progrès, il faut qu'on soit productif. Attention, on est dans un monde où, il ne faut pas trop s'endormir, il faut être productif, il faut faire. Je pense que ça peut être lié à ça, un truc de notre impatience d'adulte, sous-tendu par une société qui exige que nous soyons performants. Exemple à propos de ça. Les bébés qui sont toniques, c'est-à-dire qui ont un tonus musculaire qui est fort, ils sont souvent très bien vus. Oh là là, c'est bien, qu'est-ce qu'il est tonique, et il tient sa tête, etc., etc. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être un bébé, effectivement, curieux du monde, etc., mais ça peut être un signe de grande angoisse aussi. Un bébé qui est trop engagé toniquement, c'est pas forcément bon signe, c'est pas toujours bon signe. Et puis, il y a d'autres croyances aussi qu'on a par rapport à l'aide qu'on doit apporter, la façon dont on devrait intervenir. Je dois aider, je dois faire quelque chose, je dois l'aider, je dois lui montrer le chemin, etc. Alors, peut-être que cette idée, elle est liée à notre envie de nous sentir utiles. Interrogeons-nous là-dessus. L'idée d'être symboliquement une bonne mère, un bon parent, c'est souvent associé à assister, intervenir, etc. Alors, on pourrait continuer la liste encore très longtemps comme ça, c'est pas forcément le but. L'idée, en fait, là, c'est de bien se dire que pour faire de la motricité libre, le bébé, lui, il a tout ce qu'il faut. Donc le boulot, c'est plutôt nous avec nous-mêmes, nous avec nos croyances. Je vous lis une citation que j'aime beaucoup, qui a été écrite par Agnès Santofeder, qui est une des figures. Alors il n'y a pas que Amy Pickler dans la motricité libre, il y a eu pas mal de personnes qui ont gravité aussi. Et Agnès Santofeder, du coup, dit « Le bébé ne se vit pas comme immature d'un moment ultérieur. Il ne sait pas à un âge donné ce qui lui manque pour un autre âge. Il va se vivre comme compétent s'il dispose d'un environnement qui lui permet de faire les choses de son âge, mais aussi si l'adulte apprécie tout le sérieux avec lequel il le fait. » Ok ? Donc là, on entend à nouveau cette dimension de l'adulte, il est impliqué là-dedans, même s'il ne fait pas à la place. Alors, on ne va pas tarder à s'arrêter parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Et puis, ça pourrait continuer très longtemps parce que... pourrait encore dire énormément de choses sur la motricité libre. À ce propos-là, effectivement, j'essaierai de mettre en ligne la conférence que j'avais donnée sur la motricité libre à la lumière de la morphogénèse. Ça, c'est encore une autre façon de voir les choses.
Donc, en conclusion, en fait, l'idée dans la motricité libre, l'idée de ficher attentivement la paix au bébé, ça peut être très facile à partir du moment où l'adulte sait faire du tri, en fait, dans ses croyances, dans ses habitudes. Je vais conclure en disant que la motricité libre nous invite, avant tout, à renoncer à notre pouvoir sur l'enfant. Renoncer à vouloir contrôler l'enfant. Et plus que ça, activer vraiment quelque chose de sa puissance, d'être une personne consciente, à l'écoute, présente, dans l'accueil de l'autre. Et là, il me semble qu'à partir de ce moment-là, on peut parler d'un accompagnement respectueux.